Le bain public, dans ce quartier populaire, ouvrait pour les femmes tous les jours, sauf le vendredi, jour de la prière à la grande mosquée, et le lundi, parce que les enfants n'avaient pas classe, et qu'alors les mères de famille, encombrées de leur marmaille, gaspillaient vraiment trop d'eau. Or la propriétaire, une sexagénaire pieuse et économe, ne tenait pas à augmenter les prix, pour ne pas avoir à faire les rénovations nécessaires. Ce serait l'affaire du fils unique, quand il rentrerait d'Europe, s'il rentrait. Outre ce problème de l'urgence des travaux, la hantise de la vieille dame était de se retrouver un jour avec une bru européenne. Aussi toisa-t-elle Anne qui entrait, avec Baya et précédée de Sonia, l'habituée des lieux, d'un regard de condescendance soupçonneuse. Anne avait résolu, en se déshabillant, d'entrer vêtue d'un maillot 2 pièces. Baya et Sonia portaient leurs pagnes habituelles aux rayures voyantes, qui animèrent la pénombre de la chambre chaude. Peu de femmes à cette heure. 4 ou 5 de l'autre côté de la dalle de marbre. L'une d'elles, qu'on ne voyait pas, fredonnait d'une voix de contralto, une complainte triste. Anne, très vite, libéra du tissu de jersey noir ces seins qu'elle avait lourds et qui, quelquefois, lui pesaient. Sonia ouvrit les robinets, rinça à grande eau 2 petits bassins, sortit une série de tasses cuivrées de tailles différentes. Baya, embellie par l'éclat de sa peau grasse et blanche au milieu des vapeurs translucides, se mit à verser maternellement de l'eau tiède sur la chevelure d'Anne, qui, en se déployant, lui recouvrait tout le dos. « Sarah est en retard », remarqua Sonia. « Elle vient rarement au bain », répondit Baya tout en enduisant le cuir chevelu d'Anne d'une pâte verdâtre. Assoupie de chaleur, celle-ci se laissait faire, regardant autour d'elle. Une lucarne dans le plafond à l'ogive élargie, voûte ancienne, qui aurait pu être celle d'une abbaye. Qui la nuit pourrait se cacher là, qui mêlerait ses pleurs de silence à l'eau suintante. Mystère de cet univers d'eau souterraine. La baigneuse, qui chantait près de la dalle de marbre, continuait son traîne grave. « Que chante-t-elle » demanda Anne à mi-voix. Ce n'est qu'un mot répété. Un gémissement qu'elle module, remarqua Sonia après un moment. Elle improvise. Elle se console plutôt, ajouta Baya. Nombre de femmes ne peuvent sortir que pour le bain. Nous la verrons tout à l'heure dans la salle froide. Nous lui parlerons. L'inconnue, comme si elle avait deviné qu'on s'interrogeait sur son chant, l'interrompit net, puis demanda d'une voix éraillée un bidon à la porteuse d'eau. Bouillante. Je veux l'eau bouillante. Baya traduisit, en chuchotant, à Anne les mains sur ses seins qu'elle ponçait. Et c'est alors que la Française ne demanda plus rien, contempla fascinée les corps usés autour d'elle. Bras d'une masseuse, dressée debout sur la dalle, qui s'agenouilla ensuite, ceinturant le corps d'une baigneuse, face, ventre et mamelles écrasés contre la pierre, les cheveux en masse rougeâtre, les épaules ruisselant des traînées du henné délayé. La masseuse entr'ouvrait les lèvres sur des dents en or qui luisaient, ses seins longs, traversés de vénules jusqu'à leur bout, pendaient. Sa face de villageoise, vieillie avant l'âge, devenait, sous la lueur qui descendait en rayons obliques de la lucarne, un masque de sorcière orientale. Elle portait des pendentifs argentés qui émettaient un son heurté à chaque fois que ses épaules et ses bras noueux descendaient en glissant de la nuque de la baigneuse qui s'endormait jusqu'à ses seins. Noirâtre, paisible, travaillant rythmiquement, la masseuse semblait elle-même se détendre. S'arrêtant pour reprendre souffle, versant alors lentement une tasse d'eau chaude sur le dos nu bronzé, tandis que sous elle s'exhalaient des soupirs rauques. Ainsi, tandis que peu à peu des mères de famille avec enfants endormis et nourrissons geignants emplissaient la salle chaude, le couple des 2 femmes installées sur la dalle dominant les autres baigneuses se renouait dans le rythme ahané, prenait forme étrange, arbre lent et balancé, dont les racines plongeraient dans le ruissellement persistant de l'eau, sur les dalles grises. Allah est grand, généreux. Un pèlerinage pour toi cette année, ma mère. Les bénédictions se dévidaient en direction de la masseuse que plusieurs groupes demandaient. Celle-ci, descendant de la dalle, solennelle comme une vieille idole, laissait se découvrir, du pagne qui glissait, un ventre plissé, tout avelé. « Les pèlerinages à la Mecque sont désormais pour le premier venu », s'exclama-t-elle avec morgue. « Que le prophète me pardonne, même si je me retrouvais couverte d'or, j'aurais perdu l'envie d'aller jusqu'à son tombeau. »
Si au moins j'étais sûre que ce serait pour mourir, quitter cette vie de labeur, maugréa-t-elle. Elle s'adressait à Baya et Sonia, tout en scrutant Anne au sein nu qui se recroquevillait, et tâchait de trouver une station stable dans cet espace d'humidité et de sons creusés. À sa manière de s'asseoir sur le tabouret trop bas et d'être encombrée de sa nudité, la vieille la sentit étrangère, malgré ses cheveux noirs et surtout son sourire un peu las qui la faisait ressembler, à cause de sa résignation à une femme de la ville. Baya demanda à être massée. Elle interrogeait la masseuse, transmettait les réponses à Anne. Anne, soudain, le cœur oppressé. « Trop de chaleur d'un coup pour toi », constata Sonia, qui la poussa à sortir dans la chambre froide. À l'autre bout de la salle chaude qu'elle quittait, parmi des vapeurs épaisses sentant fortement le soufre, Anne aperçut 2 ou 3 baigneuses qui, ayant auparavant éloigné d'elles leurs enfants, se rasaient méticuleusement le pubis. Fraîcheur à présent de la seconde salle, avec tout autour des marches de pierre où l'on s'assoit. S'adosser contre le mur craquelé. Une sorte d'alcôve noirâtre dans un coin, où les femmes, l'une après l'autre, au sortir de la chambre chaude, se rincent debout abondamment, se dévêtant du pagne furtivement, avec des pudeurs secrètes. Assise ensuite, toute rosie, semblable, elle s'apprête à s'alléger. Conversation ou monologue déroulés en mots doux, menus, usés, qui glissent avec l'eau, tandis qu'elles déposent ainsi leur charge des jours, leur lassitude. Sarah arrive enfin, pagne serré sous les aisselles, qui lui tombe à mi-cuisse. Un peigne dans les mains, une tasse d'eau fraîche pour boire, elle s'assoit tranquille, au milieu d'un groupe. Tout près d'elle, une baigneuse asperge ses pieds gonflés à petits coups d'eau tiède, la tête tartinée de henné, le regard au loin. Elle amorce aussitôt le fil de sa chronique. Sarah ne la connaît pas. Mais tout en s'approchant d'Anne et en lui proposant de lui démêler ses cheveux mouillés, elle écoute l'inconnu aux yeux absents. En arrière, brouhaha des voix entrecroisées. Chuchotement entretenu des peines, une fois les pores de la peau bien ouverts et ouverte l'ombre des pierres froides. D'autres femmes, muettes, se dévisagent à travers les vapeurs. Ce sont celles qu'on enferme des mois ou des années, sauf pour le bain. Sarah reste attentive en même temps au ruissellement toujours présent de l'eau qui transforme ici les nuits en murmures liquides. Une porte s'entr'ouvre, le temps d'une ponctuation sonore, bidon que l'on heurte, éther troué d'un rire ou d'un gémissement, criaillement continu des enfants propres comme Mayotte et que maudissent les mères. Fatigués de porter ici aussi leur fardeau de chair, de ne pas pouvoir s'envelopper seulement de chaleur, d'oubli. Anne se laisse peigner. Sarah écoute sourde musique et propos qui se cherchent. Dans un village socialiste, intervient l'inconnu, et elle cite ses références, un quotidien en langue nationale que lui lit chaque jour son garçonnet de 10 ans, des femmes, des paysannes ont cassé des robinets pour pouvoir aller chaque jour à la fontaine. L'ignorance. La liberté, réplique Baya qui sort de la chambre chaude. Comment leur a-t-on construit les nouvelles maisons, fermées, chacune, sur elles-mêmes? Est-ce ainsi dans le douar? Que casser en moi, ou à défaut en dehors de moi, pour retrouver les autres? Retrouver l'eau qui court, qui chante, qui se perd, elle qui libère, mais peu à peu, chez nous toutes. Sarah s'absente. Anne fit elle-même sa tresse, sourit d'un air gauche, gênée de sa poitrine nue qu'un enfant, juché sur les bras d'une voisine, s'était mis soudain à caresser. « Combien a-t-elle allaité d'enfants » demanda la voisine, s'adressant à Sarah qui sursaute. « 3 » répondit celle-ci sans traduire, et Anne, qui avait froid, se levait pour retrouver la chaleur d'étuve. Alors Baya désirait parler, pas à Sonia, elle lui semblait trop jeune, à Sarah plutôt qui la rassurerait. Ainsi parviendrait-elle à dénuder enfin ses peurs. Depuis la veille, elle n'avait pas échangé le moindre commentaire sur la lettre de Nazim que Baya avait lue au téléphone. Sarah rêveuse. Sarah silencieuse. Pour qui se préoccupe-t-elle, songea Baya, pour l'adolescent disparu ou pour le père? Elle aurait tant voulu l'entendre. Les mots qu'elle choisirait donneraient réalité à cette fugue, la feraient drame ou incident banal. « Me marier continue à me préoccuper », déclara enfin Baya à Sarah qui n'interroge pas, qui se penche dans l'attente. Ses mains triturent une pâte d'herbe écrasée et d'huile. Elle écoute. Certaines des vierges dans cette ville vous abordent avec leurs émois, pour ainsi dire les mains tendues. Naïveté ouverte en don. Si Sarah pouvait,
Elle pleurait avec une tendresse défaite dans une pénombre de voix féminines. Pour rien, pour elles toutes. L'évolution, les petits pas se faisaient dans une myopie totale, quand tout au moins une chaleur ancienne évitait que la révolte tournât sur elle-même, en toupie dérisoire. « Tu te souviens du fiancé dont je t'avais parlé l'an dernier ?» Sarah acquiesçait avec hésitation. « Donne-moi de l'eau. »« Non, froide !» Baya continuait, se détendait. « Finalement, mon père l'a chassé avec fracas de la maison. Nous avions pourtant fixé le jour des fiançailles, mais voilà, sa sœur aînée qu'il respecte et qui vit ailleurs, n'a été avertie qu'en dernier. Vexée, elle jura qu'elle ne serait pas présente. Lui, il a alors voulu reporter la date, et mon père, tu sais comment sont les hommes au village avec leur susceptibilité. Sarah laissait le même enfant s'agripper à son dos. La mère, excédée, le lui abandonne. « Je n'ai pas de chance. » « Si, protesta Sarah, il paraît que tu as eu une promotion au laboratoire. »« Bien sûr, j'ai mis Baya les yeux brillants. Mais tu sais comment je suis. Je ne serai pas tranquille si je ne me marie pas. » Une nouvelle venue, d'un certain âge, comprenant le français, intervint. Un bidon d'eau chaude entre les pieds, elle y trempait un bras malade, par petits coups. « Avec ta beauté !» s'exclama-t-elle, et elle ajouta en berbère pour se faire confirmer l'origine régionale de la jeune fille. Les louis d'or n'ont pas besoin de chercher preneur. Le maître choisi du destin se présentera. Baya sourit avec coquetterie. Sarah s'absenta de la conversation, désira entrer à son tour dans la chambre chaude. Elle ne pourrait y rester plus d'un quart d'heure, à cause de son cœur qui se fatiguerait. Anne, quand Sarah la rejoignit, et que, assise sur les genoux, elle fit glisser son pagne, aperçut la cicatrice large et bleuâtre de son amie. « Une brûlure ?» demanda-t-elle en la touchant lentement, tout le long de l'abdomen. Sarah ne répondit pas. « Blessure de guerre », devrait-elle dire, probablement sur un ton mélodramatique. Anne ignorait tout de la ville au cours de la période passée de feu et de meurtre. Femme dehors sous la mitraille, voile blanc que trouaient des taches de sang. Comment Sarah avait épuisé sa jeunesse. Quelque part ainsi, dans ces rues ouvertes, puis dans une prison où des adolescentes avaient été entassées. Était-ce pour répondre à cette interrogation qui s'était mise ces temps-ci à l'habiter qu'elle travaillait à ce projet, apparemment artistique, d'un documentaire sur la ville? Ces murs, ces balcons, l'ombre des prisons vides. Sarah et Anne s'étaient retrouvées l'année précédente dans un aéroport, l'émoi d'être allés à l'école primaire ensemble, bien avant la guerre. Le père d'Anne, un magistrat, avait été muté ensuite dans une autre colonie. Un escalier tombait sur un square. Elles le prenaient ensemble, fillettes si différentes mais rieuses chaque jour à cette rencontre répétée. De l'acacia embaumait le jardin public. « Tu te souviens ?» précisa Anne, elle qui, durant la nuit passée dans le verger, avait fini par danser, par pleurer tout en dansant. Rythme semblable des épaules, bras naviguant sous ce citronnier lourd, rire d'enfance parmi tant de femmes. Est-ce pour cela aussi mon retour? Les deux femmes se rincèrent l'une l'autre. La masseuse proposa ses services d'un air gouailleur. Elle apportait serviettes, eau froide pour les pieds, à la dernière sortie de la dernière salle. Elle avait même disposé dans la fraîcheur du vestibule des matelas pour le repos alangui des indolentes et espérait par habitude un pourboire avantageux. C'est alors qu'après les avoir enveloppées maternellement toutes deux, comme de jeunes mariées, précisa-t-elle heureuse de la complicité que ce cliché ne manquait pas de provoquer. C'est alors qu'en faisant un mouvement, la tasse de cuivre à la main, elle glissa d'un coup et tomba, sa main droite frappant d'un revers le bord de la dalle en marbre. Outre les deux femmes qui sortaient, une baigneuse vigoureuse abandonna ses enfants pour aider à porter la masseuse qui geignait. Dehors, Sarah s'habilla la première, enveloppa ses cheveux d'un foulard à franges, sortit téléphoner chez l'épicier du coin. La propriétaire du bain, d'ordinaire rivée à sa caisse, l'accompagna au vestibule, puis amorça une crise nerveuse en pensant à la désorganisation qu'elle prévoyait pour les jours suivants. Le métier se perdait. Où trouver maintenant des porteuses d'eau? C'est que, ajouta la malade qui se réveilla d'une première torpeur, où trouvera-t-elle comme moi, la Hadja, à la fois une porteuse de bidons d'eau? Les bidons m'ont tué, ce sont eux, mon malheur, et en même temps une masseuse. Heureusement encore que je masse pour mon seul bénéfice.
Anne observait la face creusée, les yeux qui brûlèrent de haine impuissante. Elle lui essuya le front qui transpirait. Elle rentra tout habillée dans la salle froide, en rapporta une tasse d'eau pour qu'à son tour, la malade se rafraîchisse les mains et le front. Dans le taxi, encombré d'un voile de laine usé, mais d'une blancheur intacte, la vieille s'assoupit entre Sarah et Anne. À l'hôpital, Sarah demanda le service d'urgence. Un jeune médecin la reconnut. Cela permit à la masseuse de se sentir rassurée. « Ta main droite a réexaminé dans 1 heure. On va t'hospitaliser, Omer. » La vieille considéra les calmants donnés par le jeune interne avec méfiance. Anne décida de rester à son chevet, dans une salle où d'autres femmes reposaient. Elle tenait la main encombrée de pansements comme une bouée. Les autres malades s'imaginaient qu'elle était une bru attentionnée, que le fils, c'était sûr, allait apparaître. Sarah revint, accompagnée d'Ali qui sortait d'un cours avec des étudiants. Après un long examen, « Ce n'est rien, mère », affirma-t-il. « Ma collègue, une femme, se chargera de toi et certainement t'opérera. »« Une opération !»« Je ne veux pas être endormie. C'est contraire à mes croyances. »« Quelle croyance ?» rétorqua Ali rudement. « Lève-toi donc et pars, si tu le désires. Tu ne pourras plus alors travailler de cette main. » La vieille ne dit plus mot, même quand Ali partit. Anne, qui avait compris, lui sourit avec confiance. « Si je pouvais lui avouer que je me sens renouée à elle. J'ai dû avoir une nourrice comme elle. Si je... »« Sarah, comment s'appelle-t-elle ?»« Fatma, » répondit vivement la vieille. Soudain, elle montra sa bouche édentée. Prudente, elle avait enlevé son dentier d'or dans le taxi, pensant que sinon, l'hôpital ne serait pas gratuit. Explique-lui que chez nous, les Fatmas s'appellent toutes Fatma. Elle s'endormit 1 heure après, terrassée par la fièvre. Sarah dit à Anne qu'elle reviendrait avec la chirurgienne. La seule chirurgienne de la ville s'était spécialisée dans les opérations de la main, les accidents du travail rendant ce secteur particulièrement encombré. Toujours au chevet de la porteuse d'eau, Anne dévisageait les autres malades avec attention. La main en avant trouant l'espace, comme un bras de noyer qui s'enfonce, la vieille assoupie se mit à gémir, et elle semblait peiner encore sous le poids des bidons. Quand on la transporta dans l'ambulance pour l'emmener jusqu'au service de la chirurgienne, à l'autre bout de la ville, à peine si elle se réveilla. Son rêve, scandé par le sifflement de l'ambulance qui tentait de franchir l'encombrement du trafic, se nouait, se dénouait, en mots heurtés, telle une souffrance trop ancienne. Pour un diwan de la porteuse d'eau. Endormi, je suis l'endormi, et l'on m'emporte. Qui m'emporte? Corps lourd à l'horizontale dans le fourgon sifflant et traçant son sillage à travers la ville basse. Chuintement respiration qui cherche à partir du ventre. Nombril, œil rouvert, main face au ciel, la droite enturbanée de blanc, plus énorme qu'une palette de boulanger, et l'autre rapetissée de nervures, de rides couleur de henné ancien, paume masseuse en seconde et chair de baigneuse geignante sous les voûtes humides. Suintement des mots évaporés, miasme après miasme, sous ces mêmes pierres d'ombre, flottant dans des corridors d'eau. Mots libérés à la suite de mon corps de vieille sculpteuse, me faisant sillon dans l'ambulance qui fonce. Mots en accords électrisés de ululement du harem, mots transparents de vapeur, d'écho. Endormi, je suis l'endormi et mon corps on l'emporte. Toute invocation aux prophètes ou même à ses veuves se plombe. Les mots seuls, mots de préhistoire, mots informes, de blanc strident, mots qui n'oppressent plus tandis que ses mains, la blanche et l'autre rougie, glissent, se rythment selon les ahans des baigneuses dévotes, mots évanescents, qui pourraient illuminer le sifflement continu de l'ambulance fonçant pour moi. Chamelle royale n'ayant cure des artères qui montent, entre des falaises d'escalier qu'hier encore je descendais voilée de laine usée. Dorénavant ainsi nue, je circule en planant, et je ne serai pas momie. Je suis souveraine, impératrice horizontale au geste qui risque d'être amputé, pour l'instant, geste d'offrande. Ainsi ma seule navigation fluide de triomphe. Les navires dans la rade là-bas, mes témoins immobiles, car je circule, moi la femme, toutes les voix du passé me suivent en musique, chants heurtés, cris cassés, mots en tout cas étrangers, voix multiples, trouant la ville à midi métamorphosée. Je suis-je suis la dévoilée. Au fond, géologie des mots perdus, mots fœtus à jamais engloutis, s'échapperont-ils, élytres noirs, se réveilleront-ils pour m'écharder,
Alors que je ne porte plus jamais de masque sur le visage dehors, de bidon sur la tête dedans, c'est fini, sont-ils noyés. La douleur des strates, voix seconde, sans tonalité ni vibration. Suis-je? Je suis l'exclu. Fourmillement de mots des abysses resurgissant dans le corps horizontal qui avance, et l'ambulance fraie son sillage. Méandres de rues qui s'incurvent entre des balcons où s'élargissent les yeux d'enfants statufiés. Navire d'aquarelle, mer en barre éternelle, à présent hauteur de la ville dans des mauves allongés de silence. L'hôpital est-il loin encore? La chirurgienne se prépare-t-elle? Seule enfin à se boucher de tissu blanc la bouche. Le faisceau de murmures se noue, la gerbe de borborygme se forme au-dessus du ventre, en bas de la poitrine creusée. Les strophes effilochées se regroupent, ou cerner la langue qu'exhalent les femmes arabes, sanglots longs, ininterrompus intérieurs, qui coulent en accompagnement triste. Perte sanguinolente d'une renaissance de menstrues, mémoire béante de harem aux janissaires décapités, et dont les murs de chaux oscillent de son nouveau, de paroles lacérées, toutes autour de moi, la porteuse d'eau créant mon espace neuf. Voix incertaine et qui souffre d'avoir à se chercher. C'est moi. C'est moi qu'ils ont exclu, moi sur laquelle ils ont lancé l'interdit. C'est moi qu'ils ont humilié, moi qu'ils ont encagé, moi qu'ils ont cherché à ployer leurs poings sur ma tête pour me faire couler droit jusqu'à la strate du mal face de singe, moi dans les marbres du malheur sourd, moi dans les rocs du silence de voile blanc. Et l'eau en gerbe inépuisable, l'eau qui a continué tout ce temps à s'écheveler en cascade, soit de frissons brûlants, seau noir sur l'épaule qui se déverse hors du trou fumant. Moi, c'est moi qu'ils ont voulu étouffer, happé à partir du trou de feu, qu'ils ont cru de peau marquée à vif et béante de cicatrices ouvertes. Moi, est-ce moi? Les freins à peine crissants, le chauffeur infirmier fait glisser l'ambulance dans la bâtisse de l'hôpital des Hauts de la ville. Le sifflement suspendu un instant reprend dans la chambre comme de torture, autour de mon corps endormi, qu'on anesthésie tout à fait, froissement de lamelles, les poinçons, de lames de couteau. Minutes précédant l'opération. Psalmodie de l'entre-deux, enfin se composant selon le rythme des préparatifs. Sous les yeux oscillent longs et noircis d'antimoine de la chirurgienne, le bas du visage voilé. Moi, j'étais celle qu'on prétend marier dans l'aurore du monde. Mon Sahara s'allongeait au bord. Mes parents se souvenaient d'avoir été nomades, et je courais, fillette pieds nus sur la dune. Les chambres sentaient le fumier. Ma chèvre, j'avais une chèvre blanche, tendait le cou vers l'azur. Ainsi dressée, la ferme paternelle que je croyais opulente. Mon père habillé en légionnaire. Je me souviens de son uniforme, du drap rouge de son habit. Je frottais ma joue tout contre, quand il me serrait entre ses genoux. Et je tremblais. Il venait de loin en loin. Ma mère morte à ma naissance, mes tantes, en grappe, étouffaient de rire éclaboussé quant à la venue du père, elles me présentaient habillée de multiples robes de femme. Moi qui baissais les yeux, qui me glissais tout contre le pantalon bouffant écarlate. Lors d'une permission, mon père venu avec un autre soldat, mes tantes silencieuses. On allait m'emmener comme une mariée du commencement du monde. Pour le fils de l'étranger, disait-on, le père l'avait décidé. Les tantes pleuraient. Elles disaient que l'aïeule vivante, le père n'aurait jamais osé. On me fardait à 13 ans. On m'épilait les sourcils, les aisselles, le pubis. On me mettait des paillettes sur le front, sur les pommettes. On m'achetait des mules brodées. Mon cœur battait de mon premier voyage. Moi la mariée des commencements. La calèche allait vers le nord. Endormi. J'étais l'endormi et l'on m'emporte. Qui? La calèche fuyait. Des inconnus au voile noir encombrant me tâtaient de leurs doigts rougis d'excès de henné, me palpaient les seins, les épaules, le ventre, puis elles ululaient de joie. Elles lançaient leurs cris perlés tandis que je montais vers les plateaux du nord. Cris gutturales poussés par intermittence tantôt par l'une ou par l'autre. 4, elles étaient 4 sœurs. Ce cri me donnait froid. Il enfonçait en moi l'enfance, les courses dans la dune, les rires en cascade. J'étais la mariée de l'aurore du monde. Porteuse d'eau pour finir, dans des trous fumants de vapeur. 13 ans, grande pour mon âge et brune à souhait, les cheveux jusque sur les reins, les yeux noircis, les pommes rougies.
13 ans, j'avais des seins amples depuis 1 an ou 2. Mon cœur battait du premier voyage. Espoir, puis crainte, puis... Le noir d'un coup, aujourd'hui 50, 60 ans, je ne sais pas mon âge. Le noir du temps. Sans doute un bidon d'eau trop chaude du destin sur mes épaules de 13 ans. Depuis j'ai toujours eu 50, 60 ans. Quelle importance! Les baigneuses toujours rentrent et sortent. Les enfants crient dans le brouillard d'étuve, l'eau n'en finit pas de couler sur la pierre, elle pèse en bronze noir sur mes épaules. Et je masse enfin et... Porteuse, je veux de l'eau bouillante. Porteuse, porteuse d'eau. Derrière, le noir et la fumée du trou. La misère dans cette ferme, au terme de ma première course. Enfant sur le sol au ventre ballonné, des mouches dans les yeux. Même pas de quinquet dans les chambres de terre battue. Les amphores fixés au sol encombrant tout. Les femmes, visage de vieilles, les seins dehors pour allaiter. Leurs bébés tirant les mamelles vides. Quelques hommes au regard fiévreux, assis le jour durant. Des étendues de pierre autour. Plus bas, une plaine verte, opulente, que le Français avait autrefois saisie après la venue d'hommes de loi et de gendarmes. En descendant de la calèche, m'avait accueilli le maître, le même ceinturon que mon père, et m'observant les yeux vifs comme si je venais pour lui. L'époux cette nuit, un adolescent aux mains qui tâtonnent mon corps froid. Le lendemain, la hargne des femmes. Travaille! Montre ce que tu sais faire, princesse. Et peu après, toi que ton père a cédé pour 2 bouteilles de bière dans une ville de garnison. Fini. Je sus à l'insulte que c'était fini. 2 mois, ou 3, de misère encore. La voix seconde se remet à chanter, heurtée, cassée avec un hoquet. Moi, est-ce vraiment moi, car ils ont voulu m'enfoncer. Ils ont prétendu me plonger tête la première dans la croûte noirâtre du mâle face de singe. Enfin la course. Une nuit, je m'enfuis sans voile, en toge rouge, et ces mots en moi, courir devant, toujours devant. N'existait plus de sud, plus de nord, seulement un espace et la nuit, la longue nuit de ma vie qui commençait. Plus d'enfants nus au ventre ballonnant, plus de belles-sœurs me tâtant chaque matin, quand se décidera-t-elle à être grosse, celle-là? Moi toute seule dans la nuit opaque, habitée par ces mots simples, partir, courir maintenant, devant moi. Les mots, comme des arêtes, vous nouent quelquefois la gorge, vous déchiquettent la poitrine. Les mots déchirent, c'est vrai, les mots déchirent. Courir, je cours la nuit. Noir. Longer la route, se dépêcher, plus vite, encore plus vite que l'antilope de mon désert perdu. À l'aube, une petite ville. Dans un marché, des vieux devisant dans un coin, le thé fumant et son odeur de menthe. Si j'avais eu seulement un burnous, paraître un garçon. Flâner dans les rues, être les autres. Des gens. De vrais gens. Un murmure de femme, ses yeux seuls dans le visage masqué. « Que fais-tu là, ma fille ?» 1 heure après, un havre, non. Un lieu de travail. 2 ans à tisser des tapis le jour, le soir à servir une matrone. Pour finir, la rue encore. La fuite, pas à pied cette fois, pas la nuit. Un autre homme à qui on me livre, au bout, la capitale. Je suis en maison, j'ai une carte. J'ai des clients. 5 ans, 10 ans, les années coulent. Fête de l'indépendance. Maisons ouvertes, rues en joie, je sors, je me crois libre. Mon visage dans une vitrine. Vieille, je suis vieille. Et j'ai faim. 1 ou 2 ans auparavant, dans la Casbah en émeute, un paysan arrive. On le cache. Il parle, il est de mon douar. Il connaît la tribu telle, la fraction telle, un froid dans mon cœur. Tu connais Amar, le légionnaire? Il avait une grande ferme, il y a de cela longtemps. Il a dû prendre sa retraite depuis. J'ai travaillé chez eux, et je mentis, comme servante. Il a été un des premiers collaborateurs tués dès le début de la guerre. On l'a trouvé égorgé dans un fossé. Sa ferme vendue, les siens sont devenus des errants. Merci, frère, dis-je, et je lui refusai le lit. Une autre entra par amitié à ma place dans la chambre. Ensuite, la patronne du hammam. La chaleur de la chambre chaude, l'étuve, les bidons, un client. Pourquoi compter? De nouveau l'antienne, hors du bordel, hors du hammam. Hier, dans la rue, l'on chantait l'espoir, moi m'envahit seulement la plainte. Qui suis-je? Je suis l'exclu. Devant le corps étendu de Fatma, la chirurgienne se concentre en pleine action. Anne figée dans la salle d'attente. Au même moment, Sarah se dresse devant le lit de Leila, qui délire.
La chanteuse juive du micro-sillon s'est arrêtée dans sa complainte des années 30 pour un diwan des porteuses de feu. Ils l'ont proclamé partout que j'avais été torturée. L'électricité, tu sais toi aussi ce que c'est. Leila continua et Sarah, les doigts serrant le rebord métallique du lit. Sarah, en même temps, se souvenait. Où êtes-vous, les porteuses de bombes? Elles forment cortège, des grenades dans les paumes qui s'épanouissent en flammes, les faces illuminées de lueurs vertes. Où êtes-vous, les porteuses de feu, vous, mes sœurs, qui auraient dû libérer la ville? Les fils barbelés ne barrent plus les ruelles, mais ils ornent les fenêtres, les balcons, toutes les issues vers l'espace. On photographiait dans les rues vos corps dévêtus, vos bras vengeurs devant les chars. On souffrait pour vos jambes écartelées par les soldats violeurs. Les poètes consacrés vous évoquaient ainsi dans des diwans lyriques, vos yeux révulsés. Quoi? Vos corps utilisés en morceaux, en tout petits morceaux. Les dames patronesses se sont remises à leur collection de bijoux. Les Turcs et les Berbères. Colliers et pendentifs pour vos têtes coupées. Ceinture de chasteté, argent et corail enchâssés pour celles qui, dans les prisons, ont été isolées. On devrait faire des gros plans à chaque journée triomphante de la femme. Voilà des doigts ordinairement teintés de henné, habituellement mains actives des mères préservées, visage en feu pour faire le pain et pour se brûler. Les mêmes doigts sans henné, mais avec des ongles faits qui portent des bombes comme des oranges. Explosent tous les corps qu'on a cru ceux des autres. Se déchiquettent les chairs ennemies. Et celles qui ensuite sont restées soi-disant vivantes, à travers prisons de fer, puis barreaux de la mémoire, puis elles pleurent. Puis comme moi, à travers les transes de la fièvre, car Sarah, j'ai de la fièvre, tu sais, j'aurai toujours de la fièvre, sont-elles restées vraiment vivantes? Les bombes explosent encore. Mais sur 20 ans, contre nos yeux, car nous ne voyons plus dehors, nous voyons seulement les regards obscènes, elles explosent. Mais contre nos ventres, et je suis, elle hurla, je suis tous les ventres ensemble de la femme stérile. Sarah pleurait, une douleur enserrant sa poitrine. Ma chérie, ma petite chérie. Sa voix enfin perçait, elle s'entendait dans son arabe à l'accent de sa région. Ma chérie, tais-toi, ne parle plus. Les mots, qu'est-ce que les mots? Au contraire. Leila utilisait un français agressif. Il me faut parler, Sarah. Ils ont honte de moi. Je me suis desséchée, je suis mon ombre d'autrefois. Peut-être parce que j'ai trop déclamé dans les tribunaux d'hier, je suis trop souvent entrée en transe publique et quand les frères applaudissaient, je croyais. Elle rit. Y a-t-il jamais eu des frères, Sarah? Dis. Toi, on t'appelait déjà la silencieuse. On n'a jamais su les détails bien répertoriés de tes tortures à toi. On t'a soigné ensuite comme moi. On a cru ne te laisser que quelques cicatrices. On n'a jamais su. J'ai toujours eu des problèmes avec les mots, songeait Sarah, qui se dévêtait de son corsage, la face encore en larmes. Elle dévoila la cicatrice bleue au-dessus d'un sein qui se prolongeait à l'abdomen. Elle s'approcha du lit, étreignit Leila. Elle lui tâtait le front, les arcades sourcilières. Elle aurait voulu se mettre à lui lécher la face et pleurer ainsi sur elle, écraser de violences chaleureuses ce corps décharné, aux épaules courbées, ses bras si maigres, ses poignets d'enfant, cette tête tout en angle, presque de morte. Sarah ressentit un élan purement sensuel. Elle chercha en sourde muette des mots d'amour, mots informels, en quelle langue trouver les mots, comme des grottes ou des tourbillons de tendresse. Mais elle ne bougeait pas, et tout s'exaspéra en elle quand elle referma lentement son corsage. Leila délirait encore lorsque le peintre entra dans la chambre. Il s'approcha de Sarah. « Inutile de te bouleverser. C'est une crise. J'ai l'habitude des drogués, je suis passé par là. » Et comme Sarah allait partir. « Occupe-toi plutôt du fils d'Ali. Toi seul peux le faire revenir. » Sarah le regarda avec désarroi. « Reprendre la voiture vite. »« Qu'en sais-tu » s'exclama-t-elle dehors avec vivacité, et elle s'étonna elle-même de se sentir soudain trembler. « T'es-tu seulement demandé pourquoi vraiment? Il est parti ?» Imagine, après tout, que le gamin nous ait vus nous battre un soir, moi et son père. Sais-tu, toi qui te terres tout seul ici, sais-tu seulement comment les couples passent leur nuit dans cette ville? Et elle démarra. Le peintre demeura dressé devant son portail, longtemps après que la voiture eut disparu.
Peut-être faudrait-il aller chez la vieille tante, se dit Sarah qui mit du temps pour retrouver son calme. À la Casbah, là où les dernières nuits, Nazim s'était réfugié. L'attendre, et pour cela, dormir chaque nuit sur la terrasse, dans un patio au-dessous, comme dans un puits. Des jeunes filles s'affairent en abeilles sous l'œil inquisiteur du plus jeune frère. Un prince charmant, rêvent à haute voix ses voisines, ne pourra jamais se présenter par la porte, peut-être en sautant en parachute au beau milieu du patio. Et elles s'esclaffent avec des rires suraigus. Nazim. Sarah conduisait dans les faubourgs surpeuplés. Nazim finirait par revenir, le regard enfin paisible. Sinon, si personne ne venait, où seraient les enfants nouveaux de la ville? Elle arrêta la voiture à l'entrée de l'hôpital. Peu après, Anne lui apprit que la main de Fatma guérirait. Dans un vestibule où les infirmières faisaient une pause en plein brouhaha, la chirurgienne, qui venait d'ôter son masque blanc et sa blouse, leur sourit d'un air las.